Bon les gars, faut que je vous avoue un truc. Pour une fois, la conception n'est pas à 100%. Ok, laisse-moi t'expliquer. Je voulais simplement jouer avec le magnétisme, faire un truc qui l'évite. Mais tous ceux qui ont essayé le savent, c'est ultra galère. Et quand j'ai vu que Bamboo, mon fournisseur d'imprimante, proposait un kit DIY pas trop cher, j'ai dit bon, on va voir comment on pourrait imaginer un gyroscope gallifréen. Et on va pas se mytho, juste arriver avec ça, ça aurait été un peu léger. Donc j'ai décidé de pimper un peu le tout à la sauce Raptor. On fera une conception de maison, des gravures gallifréennes, et surtout un bon gros tuto pour vous apprendre des trucs. Et avant de taper dans le vif du sujet, il faut d'abord qu'on parle de la série Doctor Who. Doctor Who, c'est quoi? Eh bien c'est la série de science-fiction britannique qui existe depuis au moins 63, où un extraterrestre un peu excentrique, le Docteur, traverse l'espace et le temps à bord d'une cabine bleue, ouais je sais c'est chelou, le TARDIS, qui est 1000 fois plus grande à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et les Seigneurs du Temps viennent de Gallifrey, une planète où la science est tellement avancée que ça ressemblerait presque à de la magie. Leur écriture, le gallifréen circulaire, c'est en fait des cercles, des lignes et des points. Un vrai langage graphique qui donne un look de relique sacrée à n'importe quel objet. Et dans Doctor Who, chaque artefact, chaque clé, chaque horloge est gravé de symboles mystérieux, comme s'ils contenaient des secrets de l'univers. Et c'est cette esthétique, ce délire d'ingénierie cosmique que j'ai voulu essayer de reproduire dans ce gyroscope. Et faire léviter un objet, c'est déjà magique. Mais le faire en mode Time Lord avec des gravures gallifréiennesques, ça rend hommage à l'inventivité humaine et à tous les rêveurs qui veulent laisser leur trace dans le temps. Alors que tu sois fan de Doctor Who ou un simple amateur de bidouille, je pense que ce projet est le pont parfait entre la science, l'imagination et tout ce qu'on peut créer dès qu'on arrête de se limiter. Si t'as jamais maté Doctor Who, t'as officiellement une mission avant la prochaine vidéo, et si t'es déjà un Whovian, bienvenue à la maison. Donc bon, tout ça c'est bien gentil, mais ça nous explique pas comment ça fonctionne. Tu l'auras bien compris, la lévitation magnétique c'est pas juste un sort, c'est de la physique, et franchement c'est stylé à expliquer. Le cœur du truc, c'est la loi de Coulomb, qui réagit comme deux charges. Ou ici, des pôles magnétiques. Un pôle nord attire un pôle sud, et deux pôles identiques se repoussent. Ça, c'est la toute base. Dans notre gyroscope, on a un électroaimant qui est piloté juste sous la plateforme, et un aimant permanent dans la pièce, à l'éviter. L'objectif, c'est une force magnétique qui compense exactement le poids de l'objet. Si la force magnétique est trop faible, l'objet tombe comme une enclume. Si la force magnétique est trop forte, ça décolle et ça colle au plafond du système. Il faut donc que la force magnétique soit égale au poids de l'objet. Et en formule giga simplifiée, on a F, la force, est égale à M, la masse, fois la gravitation, donc G. Si ton gyroscope fait 0,150 kg, soit 150 grammes, la force magnétique à fournir est 1,47 newtons. On va arrondir à 150. Là, je te mets la loi complète de Coulomb. Et là, tu commences à suer. Mais ici, on cherche juste à simplifier pour les explications, donc on restera sur 1,5 newton. Pour stabiliser le tout, l'électronique ajuste la puissance de l'électroaimant en temps réel pour éviter que ça oscille, ça bascule ou ça parte en vrille. Parce que oui, vu que ça lévite, il y a un effet de frottement de l'air quand tu fais tourner l'objet qui va faire légèrement varier le poids. Et donc du coup, il va falloir ajuster en temps réel. Et en fait, c'est ça qui est extrêmement difficile dans notre projet. C'est pas de juste coller deux aimants l'un contre l'autre. C'est vraiment d'essayer de faire en sorte que la force appliquée, nos 1,47 newtons, varie dans le temps de manière optimale. Bref, le kit fait tout ça dans l'ombre, mais maintenant que tu comprends que derrière le fun, il y a un putain de gros cerveau et la physique des grands jours, on est parti pour continuer le reste. Et d'ailleurs, si tu veux une vidéo un peu plus deep dive sur le calcul des schémas ou la stabilité magnétique, balance-le en commentaire. Côté modélisation, on commence par rassembler les modèles pour vérifier que tout rentre. Spoiler, il y a une subtilité. Bamboo fournit un corps imprimé en 3D et qui doit sauter pour que ça s'emboîte nickel. C'est le genre de détail qui peut te flinguer ta soirée. Donc l'avantage de faire cette vérif, c'est que tu gagnes ta soirée. Ensuite, on s'attaque à la conception. Au début, je voulais carrément faire une horloge 3D qui lévite. J'étais giga ouf, j'étais giga chaud, mais avec la motorisation et les batteries, on tapait sur plus d'1 kilo. On a rajouté un petit billet au passage. Spoiler, ce DIY ne prend que 200 grammes, donc on va rester sur le gyroscope, c'est déjà très stylé, et surtout moins cher. On va commencer par s'attaquer à la plateforme volante. Avant de se lancer dans le dessin, je vais vous montrer comment inclure un modèle pour servir de référence. Soit vous utilisez l'outil d'inclusion, soit vous faites un document de fond. Pour la robustesse du fichier, je vous conseille le document de fond. Et si tu veux un tuto complet pour apprendre à concevoir vos propres objets de pop culture, dis-le moi en commentaire. Et surtout propose un objet sympa, ni trop simple comme un sabre à laser, ni trop hardcore comme une armure Iron Man. Genre
À tout hasard, GLaDOS bureau, miniature, façon Clippy magnifique, ça serait pas stylé non? Pour la conception de 3D, on va utiliser la fonction de tournage pour générer notre pièce de révolution. Pièce de révolution, c'est simple, c'est tu dessines un profil, tu mets un axe et tu le fais tourner autour de cet axe. Ça te donne une pièce de révolution et comme tu peux le voir, c'est magique. Une pièce en 3D, c'est magique, limite on se croirait sur Gallifrey. Les ajustements, comme on imprime tout, c'est nous le fabricant. Donc on met directement la tolérance sur le modèle, sinon ça aurait été sur le plan. On prévoit les jeux directement dans le modèle. Ici 0,2 mm ça suffirait pour que l'aimant soit bien calé. Enfin pour les gravures, on passe par un traducteur gallifréen, où le lien sera en description bien sûr, et on récupère les images. On les décalque dans le sol. Il existe 3 méthodes pour graver. La première, c'est la poche. Tu creuses la forme de la matière avec la dite fonction. Ça marche nickel, mais ça reste que sur une surface plane. Si tu veux graver des choses un peu plus complexes, tu utilises l'extrusion plus le booléen. C'est-à-dire que tu rajoutes de la matière que tu limites par la surface de contact de ta pièce. Donc ton extrusion collera parfaitement à la surface. Ensuite, tu utilises la fonction de décalage de face pour obtenir ta profondeur souhaitée. Et au final, un bon vieux booléen qui va te permettre de soustraire le volume et ta gravure sera parfaite et uniforme. Aussi, l'avantage du booléen, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Tu peux soit soustraire, additionner ou ne garder que les intersections entre différents volumes. Et ça, c'est plutôt cool. Finalement, pour les modèles vraiment merdiques, tu passes en surfacique. Mais là, c'est un peu trop compliqué ici pour pas grand-chose. Et voilà, maintenant explication faite, on va terminer le modèle sur un petit timelapse. Et on part en impression. Petit tips AMS, si tu veux plusieurs couleurs, tu peins directement tes faces et l'imprimante gère tout. J'avais commencé à vous parler de la consommation de ce système sur la vidéo Carina. Et d'ailleurs, je te conseille d'y aller, c'est très rigolo. Mais ici, c'est typiquement le genre de PS où tu peux l'utiliser, sauf pour la demi-sphère. Il n'y a que 2 changements de filament. Donc beaucoup moins de purge et c'est beaucoup plus rentable. On va pas se mytho, même si c'est stylé, les 200 grammes annoncés, c'est un peu ambitieux pour ma config. Je n'avais pas vraiment pensé, je l'avoue, mais au-dessus de 150 grammes, c'est même pas la peine de penser à essayer de mettre un système qui bouge. C'est bien dommage, mais pas vraiment dramatique. Ici, on est là pour aussi explorer les limites des systèmes que l'on teste. Même si j'avoue, je dévore quand même bien mon sub. Après, bon, si on retire la base, ça marche quand même mieux. Et voilà, si t'as aimé ce mélange de sens, de design et surtout de nerd attitude saupoudrée de technique, lâche ton plus beau like, abonne-toi et commente Tournevis Sonic. Et surtout, dis-moi ce que tu veux voir en prochain projet. On a la technologie, il reste plus qu'à faire quelque chose de beau. C'était Raptor, je vous fais des gros bisous.